sur l'heure du midi, qu'est-ce qu'on vous offre? C'est une discussion qui se veut vraiment sur des messages d'intérêt par rapport à l'industrie, et c'est pour ça qu'on a choisi en fait, on avait choisi 5 entreprises. Je dois au départ avouer que je dois excuser M. Greg Parting de ABB qui est retenu malheureusement en Europe. Il avait vraiment, vraiment souhaité être avec nous autres. Et aussi, on a Thomas Scadency de Siemens qui malheureusement reçoit une délégation de 70 personnes provenant d'Europe cette fois-ci. Donc, c'était impossible pour lui de pouvoir se libérer même une heure. Mais toutefois, je pense que l'idée, c'était d'être capable d'amener des gens d'envergure sur le plateau pour pouvoir partager certaines préoccupations. Donc, Xavier à la régie, Xavier, une fois qu'on va avoir terminé le dialogue avec les CEO, s'il reste du temps, on pourra passer le microphone et vous pourrez poser des questions directement au CEO, mais ça va être vraiment à la fin. Et moi, j'ai essentiellement 7 questions de base que j'aimerais vraiment poser qui vont faire avancer les débats pour les chantiers après-midi et surtout pour les 2 tables rondes demain. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos 3 invités. Je vais aussi les présenter. Donc, nous avons Greg Dashwood, qui est chef de produit IoT d'analytique avancée. Greg. Ensuite, nous avons Alain Gadebois, vice-président de technologie chez Veolia. Et nous avons Bernard Tétu, qui est président de DIM On-Off et qui est un partenaire de Microsoft. Donc, je vais présenter leur accomplissement parce que c'est important que vous compreniez l'expertise que ces gens ont par rapport aux discussions qu'on va avoir demain. Donc, je vais commencer avec Bernard Tétu, président, est un ange investisseur canadien en technologie et était un entrepreneur en série. Il a été fondateur et président de Birkeland Group, une société reconnue internationalement pour son logiciel de synchronisation de fabrication innovant. La société a grandi dans plus de 10 bureaux dans le monde, couvrant le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Australie, l'Allemagne et le Pays-Bas. Donc, quand on va parler de commercialisation, je pense qu'on a quelqu'un qui comprend vraiment la game. L'entreprise a été acquise par Bahan en 1996. En tant que fondateur et président de Geocom TMS, un leader dans le système d'optimisation de la logistique des transports, il a dirigé les nombreux succès de l'entreprise et a participé activement à la création de l'écosystème numérique canadien et a été un utilisateur précurseur de Navtech. Donc, on accueille M. Tétu. Maintenant, M. Alain Gadebois, vice-président technologie. Alain Gadebois a gradué en génie civil de l'École polytechnique de Montréal en 87. Il a obtenu une maîtrise en sciences appliquées de la même institution en 1990. Il a d'abord travaillé à partir de 1989 comme ingénieur en R&D, puis comme chargé de projet en traitement des eaux au sein de la firme Techsult, qui est maintenant Ecom. Alain Gadebois s'est joint à Veolia Water Technology Canada en 1996, où il occupe le poste de vice-président de technologie. À ce titre, il coordonne les activités de conception commerciale, de la recherche et développement également du marketing. M. Gadebois a établi plusieurs collaborations universitaires à travers le Canada. Ses équipes basées à Montréal ont développé plusieurs brevets et ont gagné divers prix d'innovation technologique. Une des raisons pourquoi j'avais demandé à Alain de faire partie du panel, c'est que Alain a participé à un événement qu'on a organisé dans le cadre de la gestion de l'eau. Il a été même présentateur vraiment émérite et aussi il comprend très, très bien les enjeux et va pouvoir vraiment transmettre toutes les discussions qu'on avait déjà pré-manchées.
Finally, okay, but your bio is in French, so I'm going to have to read it in French. Greg Dashwood, chef de produit IoT analytique avancé. Greg Dashwood dirige le secteur IoT pour Microsoft Canada. Il est responsable de la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise et de développer le marché et l'écosystème pour tous les efforts de Microsoft en IoT à travers le pays. En tant qu'ingénieur industriel et vétéran de 10 ans chez Microsoft Canada à travers un certain nombre de rôles, y compris l'analytique, les opérations et la stratégie de marketing, Greg est particulièrement positionné pour fournir les dernières idées sur ce qui se passe réellement avec l'Internet des objets au Canada et en Amérique du Nord. Welcome, Greg. Thank you. And thank you very much for bringing and being a partner on this event. This was really, really significant for us. Je vais commencer avec la première question. I will start with you, Greg. How is Microsoft seeing the opportunity related to IoT right now in Canada and the world? Donc, la question, c'est comment Microsoft voit les opportunités de marché en termes de IoT. So I'll start with saying I'm so happy to see so many people here today interested in the topic of IoT. It's amazing to see so many people from Canada and Quebec in particular with the interest in this topic. But before I answer that question, I want to quickly just poll the room. If you could just raise your hand if you are currently either investigating or developing an IoT solution within your organization. I'd love to just get a feel for what's kind of going on in here as well. So. And absolutely we are as well. So I see quite a lot of kind of active projects already going here, which is great to see because this adoption of IoT isn't going to be a fad. It's not going to be a trend. It's going to be something that's going to absolutely happen and happen probably a lot quicker than you may be thinking. So our CEO, Satya Nadella, came up with this really interesting term. It's a term basically saying there's going to be a world filled with ambient intelligence. And by ambient intelligence, it means that everything around us, whether it's the buildings we're in, whether it's the factories we're working in, are going to start to have some embedded level of intelligence that's going to start to drive improvements in process, make things safer, which is going to have huge impacts. And as I said, it's going to happen a lot quicker than we potentially may think. But where is it going to happen first? I think that's something that people are always asking. Who are going to be early adopters? Where are we going to see this traction kick off? And I think in particular about a province like Quebec, with a prevalence of some amazing heavy industry, strong mining industry, one of the second largest, I think, deep water ports in Canada, strong aerospace industry. There's a huge opportunity for those industries to start to adopt IoT to drive incremental improvements very quickly. And if you think about the scale of those industries and you think about simply a 1% improvement in efficiency in production or a 1% reduction in safety incidents, when you scale that out, that's huge, which means there's a massive opportunity for us to go and take advantage of that. And that's what we're really here to do on the Microsoft side, is to offer that platform and capability to go and do that. So that's where we see it. It's going to be ambient intelligence everywhere, but we're going to see heavy industry. They already are the early adopters right now, but continue to be as some of those kind of leading edges on the IoT space. Thank you. Alain? Bonjour. Même question? Oui, la même question. Même question. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Notre entreprise, ma fonction est principalement d'apporter de l'intelligence à ce qui est dans ce verre-là, de l'eau. Nous traitons l'eau, nous la rendons disponible à vous, que ce soit pour la boire, pour la traiter parce que vous allez la salir d'une certaine façon, ou si vous utilisez du papier, les usines de pâte et papier, en fait tous les grands producteurs ou les grands utilisateurs d'eau à travers le monde. Donc nous concevons ces systèmes, nous opérons ces systèmes et il s'agit de voir comment l'Internet des objets peut apporter un plus à ces gens. Donc, assurément, ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, nous allons le réaliser demain. Il n'y a pas de limite. Comment on voit le futur relié à l'intelligence des objets, ce qu'on peut imaginer, je le répète aujourd'hui, arrivera plus rapidement que vous pouvez ne l'imaginer. Alors, il y a plusieurs exemples. Si on a le temps, on pourra développer à cet exemple. On travaille donc dans le domaine de l'eau. Notre entreprise aussi travaille beaucoup, par exemple, avec les villes intelligentes. On développe aussi dans un autre secteur les villes intelligentes. Je vais vous donner un exemple qui va titiller votre imagination.
nous avons une plateforme pour les maires des villes. Un maire fait un discours le soir. Il veut savoir comment son discours est reçu. Bon, vous pouvez aller sur les médias sociaux, mais c'est long, c'est compliqué. Nous avons un programme d'intelligence artificielle qui prend les médias sociaux et qui donne sur son ordinateur la couleur rouge ou vert le matin quand le maire se connecte. Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que les mots-clés par rapport à son discours ont été bien reçus? Donc, il a une aiguille le matin, vert, rouge, et une intensité par rapport à tous les mots-clés qui ont été mentionnés par rapport à son discours de la veille. Donc, vous pouvez imaginer, alors ce n'est pas le futur, c'est actuel, c'est déjà en place dans certaines villes. C'est un exemple d'outil qu'on peut mettre en place pour vous. Donc, imaginez-le et demain, ça sera en place. Voilà. Merci. Et pour Demonov? S'il vous plaît, donnez pas cet outil-là à Régis à Québec. Même à Denis, mais c'est pas mon maire. Alors, Dimonov, Alain parlait de l'intelligence des villes ou les villes intelligences. Greg parlait des objets, combien est-ce qu'on va en connecter. Nous, ce qu'on fait, c'est réellement, au sein du monde municipal, on va essayer de rajouter de la valeur aux objets qu'on peut contrôler et monitorer. Alors, dans notre cas, je mentionnais ce matin rapidement, on vient littéralement monitorer et contrôler l'ensemble des 132 500 lumières de la Ville de Montréal. Et je vais y venir au cours de la conversation. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer avec ces lumières-là, imaginez-vous une toile d'araignée par-dessus votre ville où chacun des luminaires a un module qui fait de la communication, entre autres. Alors oui, on allume, on ferme. Alors vous comprendrez le mot dim on-off, là, c'est dim on and off. Mais chacun de ces modules-là possède un module de télécommunication et de la connectique pour des senseurs. Et à partir du moment où nous sommes présents dans 132 500 luminaires, 35 pieds par-dessus la ville, on vient d'implanter une infrastructure d'Internet des objets. Et là, on a toute la connectique pour rajouter des senseurs. Alors, je me faisais dire tantôt, il y a des gens de la Sûreté du Québec ici. On va rajouter ce qu'on appelle du Video Analytics. On va rajouter, par exemple, excusez les termes en français, là, on passe notre temps en anglais, mais du Sound Recognition. Est-ce que les Américains adorent ça, là? Est-ce que je peux avoir un Gunshot Detection? La réponse est oui. Ce jour, on l'a. On va travailler avec le groupe de Greg à Redmond en janvier à packager ça pour que ça vive nos hivers dehors. Mais on est capable de dire, ça, c'est un coup de 9 mm, puis ça, c'est du AK-47, puis ça, c'est du Smith & Wesson. Est-ce que, imaginez-vous, le matin, vous avez un accident d'auto dans votre quartier résidentiel, mais tout le monde est au travail ou à l'école. Alors, il n'y a personne et vous êtes dans votre voiture pendant 22 minutes avant que quelqu'un réalise que vous avez eu un accident d'auto. Est-ce qu'on est capable d'écouter la ville et d'en avoir en fait, plus que la sensation, mais de reconnaître des événements? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est capable d'écouter quelqu'un qui crie dans une ruelle après 2 heures le matin ou des choses comme ça? La réponse, c'est oui. Utiliser la reconnaissance visuelle. Alors, comme entreprise, ça fait des années qu'on est perçu comme une entreprise qui allume puis qui ferme des lumières. Moi, je me dis toujours, on est des allumeurs de réverbères, mais on est pas mal plus que ça, là. Et on est une entreprise qui, par la position géographique qu'on a, 35 pieds dans les airs, permet d'établir une infrastructure pour continuer l'Internet des objets. Alors, vous comprendrez que la question était, est-ce qu'il y a un potentiel à l'Internet des objets? L'éclairage, c'est un petit détail. On parlait du traitement de l'eau. C'est des senseurs, par exemple, de niveau d'eau dans les aqueducs et égouts, etc. Mais tout ça a besoin d'un réseau de télécom et de plateformes logicielles massives. Alors, on y reviendra à la plateforme
Michel. Merci. And your question, your answer is leading to my next question to Greg. Is for Microsoft, where do you see the next level of product you'll be offering on the market? Yeah, so our goals for the IoT space are very simple. We want to make it way quicker to develop IoT solutions. We want to make sure that everyone is able to develop the most secure and secure in every single aspect, from the devices to the connectivity to the cloud solutions. And we want to be able to make sure we're able to create the most platform that can power the most scalable IoT solutions that can do absolutely things at massive global scale. And we've got a number of examples of that existing already. We've got, for example, Rolls-Royce using our IoT technology on their engine monitoring offering. We've got precision agriculture companies using our technology for weather sensing and understanding nutrients in the soil. And we've got a lot of that groundwork in place. So we'll continue to evolve our platform. Security, speed, power, all of those capabilities are critical. But the way in which we're going to see the IoT space evolve will be on top of our platform. The people who build on top of our platform are going to be the ones that are going to take that step, and that's our partners. That's companies like Dim On Off. That's like companies like Matrices with their M4 solution. That's like companies like Quartic AI, who's also here, who's doing some amazing things with deep learning on the IoT space in the pharmaceutical side. But it's our partners who are going to build that next generation of product, because we are experts at building a platform, and we're experts at building that infrastructure. And we know industry, and we can speak to it. But the people who really understand a business problem, who actually know how to go and solve that, are the partners which we support, which is why we're so happy to be here with Dim On Off and Matrices, as well as Quartic, and that's where that innovation is going to come from. And our job is to keep that fuel going on that platform and make sure it's scalable and secure and all of those pieces. But that's that evolution that's going to happen. It's what's that business problem, what's that niche that's going to be solved, who's got the industry expertise to do that, and then we're going to go make it happen. That's how we play in that space. Okay, thank you. Concrètement, comment ça peut aller dans le domaine de l'eau? Essayez de vous imaginer une usine de traitement de l'eau. Il y en a dans toutes les municipalités, il y en a dans à peu près l'ensemble des industries. Des gens qui travaillent à ces niveaux, on va leur offrir une plateforme qui s'appelle maintenant Aquavista. C'est un produit qui est lancé par Veolia Mondial. Qu'est-ce que ça fait? 3 choses de base. La première, tout le monde ici, je n'invente rien, du monitoring, du reporting. Donc, vous avez des rapports à donner, vous avez des informations à produire. C'est les choses de base. On va travailler avec beaucoup de senseurs qui vous permettent ce premier niveau de détail. Le deuxième niveau, c'est l'optimisation de vos procédés. J'ai entendu des conférences ce matin, vous mettez des capteurs, on peut optimiser les procédés. Donc forcément, nous opérons au-delà de 5000 usines à travers le monde. Parfois, c'est des clients eux-mêmes qui les font. Souvent, c'est en délégation à nous. Donc, c'est vraiment d'optimiser ces procédés pour réduire les coûts, augmenter la fiabilité, vous assurer qu'il n'y a pas de rupture. Personne n'est intéressé à avoir une rupture dans son approvisionnement en eau lorsque vous ouvrez votre robinet. Et si vous produisez une pâte à papier qui peut vous donner des revenus d'à peu près $1 million par jour, la dernière des choses que vous voulez voir, c'est un manque d'eau pour produire votre pâte. Donc, on augmente la fiabilité. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, que je crois qui est beaucoup plus original, nous appelons ça le VPE, le Virtual Process Engineer. Donc, on va mettre en lien des clients à l'extérieur avec nos banques d'experts à travers la planète. Vous payez pour un service, vous avez optimisé, mais vous avez peut-être un souci. Donc, si vous êtes avec nous sur la plateforme Aquavista, on vous met en lien avec l'expert à travers le monde. Il peut être au Danemark, il peut être en Afrique du Sud, il peut être à Montréal. On a des gens ici qui sont de Montréal. Et on va agir à 2 niveaux. Soit un problème de contrôle. De plus en plus, les experts deviennent des gens de contrôle. Alors, notre expertise à Montréal, en l'occurrence, c'est desservir l'ensemble des Amériques sur ce poste-là. C'est à Montréal au niveau du contrôle. Et en plus, vous allez peut-être avoir besoin d'un expert dans le procédé. Donc, c'est vraiment vos réactions chimiques. On va mettre en lien un expert à travers le monde. Donc, il n'y a pas que des interfaces, il n'y a pas que des mathématiques, il n'y a pas que des capteurs. Il y a vraiment aussi une intelligence. C'est aussi vous et vous tous qui pouvez interpréter une situation complexe. Et si vous avez accès à ce spécialiste à travers le monde, il pourra vous régler votre problème très rapidement. Donc, c'est les 3 niveaux où nous intervenons. Et question complémentaire, parce que ça a déjà ressorti dans des ateliers, il y a des responsables
justement des travaux publics, il dit oui, mais nous, on est confrontés avec toutes sortes de nouvelles solutions. À un moment donné, on ne sait pas comment tout ça va s'intégrer. À quoi tu réponds à ce genre de réalité-là? C'est la réalité terrain dans les villes, là. Oui. La première des choses, c'est l'ouverture. J'implore les municipalités. Je crois que ce que nous constatons dans un premier temps, c'est une réceptibilité beaucoup plus grande des industries. Les industries, c'est beaucoup plus facile. Je vous donne un exemple. Nous avons implanté ce genre de système dans un parc aquatique. Un parc aquatique au Canada. Vous allez vous baigner. Quel est l'objet de ce parc aquatique? Bien, c'est de vous offrir une expérience où, avec vos enfants, vous allez avoir un plaisir. Le traitement de l'eau, qui est une obligation, c'est pas tout à fait leur core business, comme on peut dire, mais ils se doivent de le faire. Donc, nous, on intervient pour leur donner une assurance, une fiabilité. Dans le domaine municipal, bien souvent, il y a des syndicats. Il faut vivre avec cette réalité-là, qui n'est pas un empêchement, mais souvent, on voit une chasse gardée, une protection des données, une incapacité à partager. Donc, il y a une certaine ouverture qu'on suggère à tout le moins et qui viendra dans le temps, qui viendra avec un marché pas à pas. Donc, dans un premier temps, c'est souvent ce qu'on l'a dit dans une première rencontre, la difficulté de rentrer au niveau des municipalités, c'est leur protection, leur chasse gardée. Oui, ils devront s'y approcher. Ils ont plein d'offres. Peut-être faire affaire avec des grands de ce monde, peut-être, ou certaines entreprises. Vous allez voir les relations que vous pourrez établir, mais ils y viendront. Ils y viendront peu à peu. Tout à fait. Mais il n'y a pas que les grands de ce monde qui font des grandes choses. Des fois, les petits sont plus rapides. En fait, tu touches à un sujet qui est très important et quelque chose qui nous touche beaucoup, nous autres, dans notre secteur, c'est qu'on voit un manque de formation du personnel, tant au niveau municipal là, que fédéral, provincial. Des gens qui ont maintenant à passer de contrôle plus traditionnel du électrique à quelque chose qui est beaucoup plus smart. Avec des CPU, de la mémoire, de l'Internet, etc. Et il y a un clash en ce moment, là. Il manque de personnel bien formé, spécialisé pour maintenir ces systèmes-là. Alors, je garde ça pour la question plus tard, mais en fait, T'ouvres la prochaine dans question. cette optique-là, là, c'est une problématique. Just for your benefit, Greg, what he was mentioning is one of the key barrier or challenge for the industry will be the retraining or the training of the employees. For Microsoft, what challenge do you foresee that is related what I would call as a barrier, as a market barrier that is probably created by the government? Sure. So this isn't a problem that's created by the government, but it's one that I think public sector can play a big role in it. And I'll just elaborate a little bit on what Bernard was saying. Let me lay out the skill sets you need to build an end-to-end IT solution. You need someone with device expertise, both coding and programming on devices, manufacturing those devices as well. You need a skill set around connectivity. How do you connect those devices into your application or into the cloud securely and in the right way? You need someone who can develop a cloud application. That's a unique skill set, but a broad one with multiple facets within it. And then you need someone who's going to be able to do elements of that on a specialized note. For example, your analytics, big data, data science type stuff, and then data visualization. So think about if you've got to go and build a team. Let's say you're starting a new IoT company today. How many of those people do you think you're going to be able to find with that experience and that skill set coming out of our education system right now? I think you'll find some, but it's not enough if we want to fuel the innovation that Canada really deserves and can drive in the amazing talent pool we have. So what can we do as a company at Microsoft, but also as a country, is how do we continue to accelerate that education in every level of our systems, whether it's in early on and getting kids coding with some of the basic tools and using things like Minecraft to build some of those concepts, but then starting to develop on that, to ensuring we've got the right programs, both our technical colleges as well as our universities around really taking those application concepts
concepts to the right level. Those are critical things we need from a barrier reduction standpoint. And then on our side, what are we doing? It's that platform that's taking a lot of those difficult components of building an IoT solution and abstracting it up. We can abstract the hard parts of device management, of security, of analytics into layers which are way easier to work with, and you don't need to have to build everything from scratch. That's just a small piece of what we can offer, and that's what we do. But the other side is the education side. So I'll leave that there. But in terms of barriers, I think one thing we need to be conscious of is we need to fuel innovation in the right way. And especially with IoT, there's a lot of concerns around security and privacy, and these are very valid concerns. We need to make sure we're very conscious of those, but we need to be careful not to go too far towards being cautious in the way in which you may slow down some of that innovation. We need to be careful. We need to be on top of things, but we need to allow risk-taking to happen to a certain level within controlled scenarios so that Canada can become a leader, and I think it absolutely has all the characteristics that we need for Quebec and Canada in general to lead in the IoT space, absolutely. One complementary question for you, Greg. The driver why we did the forum is because when we did the 5 previous events, every single industry was claiming that we should build a common vision. And actually some of your even staff mentioned that throughout the process. So I'm curious to hear a little bit you about this. Yeah, I think there's a lot of benefit in the amount of shared knowledge that we as a community have in this room, but just far broader than this, around what are the right ways to build enterprise-grade, hyper-scalable IoT solutions. There's a lot of value we can have by coming together and agreeing on what are some core principles, both for security standpoint, architecture standpoint, use case standpoint, that we can really benefit from by some of that collaboration. Because there's going to be commonalities and problems that we all individually may face, and we're fortunate on our side because we get to see all of those things and we get to share it with our customers. What we see, we get to share those challenges with our partners. But is that as prevalent within, let's say, 2 companies that may consider themselves to be competitors of each other or in a similar space? Is their willingness to share in a way that's mutually beneficial? I'm not sure. Or maybe that's something that we can collaborate. But we actively will do that because we're fortunate enough that we get to see IoT products globally and what works and what doesn't. Build what we learn into our product, but share what we learn back with our customers as well. There's huge value in kind of aligning on that collaboration. I think that's something we should absolutely be considering. Puis toi, Alain, dans le secteur de l'eau, c'est quoi les grosses barrières pour être capable justement d'amener ces nouvelles technologies-là qui souvent pourraient éviter des inondations comme on a vu au printemps ou peut-être optimiser justement les opérations des systèmes? Ce que l'on remarque à tout le moins, et le Québec est un peu une terre distincte, c'est la difficulté d'apporter ces innovations-là et d'avoir les approbations gouvernementales. Il y a beaucoup de processus d'approbation gouvernementale. Du moment où on passe à travers l'ensemble du processus, ma technologie, elle est déjà révolue pour une nouvelle. Donc, j'arrive aux fins d'obtenir mon permis. En arrière, en Ontario, aux États-Unis, c'est déjà implanté. Et au moment où j'obtiens finalement le permis pour arriver, j'ai déjà une nouvelle offre à donner. Donc, finalement, l'innovation, nous la faisons parfois ailleurs qu'au Québec. Et c'est malheureux. À cause des réalités de time to market? Le time to market, avec toutes les approbations, et là, je ne parle pas au niveau municipal, s'il y a des représentants gouvernementaux, venez me voir, c'est au niveau plus provincial, où ce genre de délai de l'ensemble de la documentation qu'on doit produire fait que finalement, l'innovation se fait souvent en dehors de cette province-ci, et c'est malheureux. Donc, il faut vraiment, ce que moi j'aimerais avoir, c'est une culture d'innovation. Je reviens du Danemark. J'étais il y a 2 semaines au Danemark, où on a fait une culture, on a vérifié la culture d'innovation, la culture. Ils ont 4% de chômage. Ils ont vraiment une culture d'innovation là-bas. Je ne sais pas si elle se représente ici. Dans certains cas,
tout le moins dans le domaine de l'eau, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant qu'on puisse implanter, démontrer. Et ça, parfois, c'est un frein. C'est un frein pour l'IoT, c'est un frein pour nos technologies. Alors, c'est malheureux, c'est un petit message. Et ce que parfois on ne rencontre pas ailleurs. Donc, on va implanter des nouvelles solutions qui permettent d'économiser de l'argent, qui permettent d'avoir des meilleures efficacités. Mais on est comme à demander qu'il y a 5 ou 10 ans d'approbation, d'assurance ailleurs dans le monde entier avant que ça puisse s'implanter dans le domaine de l'eau, à tout le moins, au Québec. C'est un frein. Et toi, Bernard, comme ange investisseur, j'imagine que vos entreprises que vous essayez de supporter vivent énormément de barrières à l'entrée, n'est-ce pas? Énormément, bien, je ne peux pas dire énormément, mais je pense que c'est des barrières naturelles qu'il faut abattre à chaque fois. Là. Si tu es un entrepreneur, c'est ta vie, mais j'ai essayé de structurer parce que c'est une question qui est très large. Alors, la première barrière, je pense que c'est de démarrer des aventures qu'on va gagner. Allison Salzer chez Microsoft n'arrête pas de dire « There's no shortage of cool things ». Mais qui sont ceux qui sont en train de construire des solutions software, hardware sur l'IoT ici? Bon. Bien, en fait, d'avoir une bonne idée, c'est vraiment super, c'est enivrant, mais des fois, il faut se pencher sur les plans d'affaires qu'on reçoit et tu arrives en bout de ligne, tu te dis, c'est vraiment cool. Est-ce que je suis capable de fabriquer de l'argent avec ça? Est-ce que je suis capable de générer des vrais revenus? Est-ce que ça répond à un besoin urgent? Puis si ça, on n'est pas capable de répondre à cette question-là, bien, il n'y a pas de business. Puis s'il n'y a pas de business, bien, il n'y a pas de futur à ça. La deuxième chose, c'est quand on construit, alors, Dimonoff n'est pas devenu un partenaire Microsoft pour rien, c'est qu'à un moment donné, tu fais des efforts, tu construis une première plateforme, ta demande croît. Puis moi, ma cible sur le mur, là, je peux vous le dire, c'est de gagner le projet de la ville de Mexico. Ils ont 1,2 million de lumière en gestion. C'est de gagner Georgia Power. Ils ont 1,3 million de lumière en gestion. Je les veux, ces contrats-là. Et puis, là, j'ai besoin d'une infrastructure que moi, personnellement, je suis pas capable de développer. Je ne suis pas un Microsoft. Alors, eux autres sont extraordinaires à développer des plateformes. Et ce qu'ils nous demandent en retour comme partenaire, c'est par-dessus ma plateforme Azure Microsoft, viens construire une espèce de couche de surspécialisation, puis va gagner de l'argent avec ça. Et leur mentalité, en fait, est extraordinaire. Je ne mentionnerai pas de nom, mais leurs compétiteurs arrivent chez nous et nous disent combien tu vas vendre de tels produits par année. Ben, c'était pas pour ça que je t'avais invité. Eux sont arrivés chez nous et ont tout simplement demandé comment est-ce qu'on peut vous aider. Alors, une mentalité complètement différente. Et on parlait de partnership tantôt. Et de construire des équipes et des équipes multidisciplinaires pour construire des couches, mais des couches positives et pas aller en montagne russe. Le challenge principal qu'on a dans toutes les entreprises technologiques qu'on va démarrer, c'est de construire des équipes. Alors, je vous donne un exemple. Chez Dimonoff, on part de la microélectronique, de la télécommunication, qui est de la microélectronique, de l'électronique, évidemment, de contrôle. On contrôle de la grosse électricité. Puis après ça, on tombe sur le firmware qui vient dans cette électronique-là. C'est une spécialisation en soi. Et je parlais de télécommunication. Là, on tombe sur de la réseautique. On s'en va dans le gros logiciel, les bases de données, puis là, on va continuer analytics, etc. Alors, avant de construire une équipe comme ça, de monter votre structure d'entreprise, puis de financer tout ça, ça, c'est un challenge d'entreprise, mais toutes les entreprises ont ça. Et là, je vais parler de Manpower. Je pense que je vais y arriver tout de suite. Il est arrivé récemment au Québec une annonce et on a annoncé que, je vais le nommer, Ubisoft
On a créé tant d'emplois en donnant une subvention sur les 10 prochaines années à cette entreprise-là. Et croyez-le ou non, mais moi, je ne suis pas capable de me trouver des employés. Alors, je viens de démarrer une équipe en Inde. Puis là, ben, je passe par un goujat, c'est vrai. Je ne crée pas d'emploi au Québec, mais je ne suis pas capable de trouver des employés parce qu'on vient de financer une entreprise qui, by the way, ben, la propriété intellectuelle n'est pas développée au Québec. Hein? C'est-à-dire, elle est développée au Québec, mais elle n'appartient pas au Québec. Les revenus sont générés, mais les profits sont exportés ailleurs. Alors, il y a un choix politique. Là. J'avais dit que je cognerais un petit peu, mais il y a un choix politique à faire. C'est de réaliser qu'il y a 20 ans, c'était correct parce qu'on n'avait pas assez d'offres d'emploi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, s'il vous plaît, faisons attention à nos propres investissements. On parlait de regulation. Moi, je vais parler, dans mon cas, Alain, tu as parlé de l'eau. Moi, je vais parler des utilités publiques. Et c'est pas négatif, mais c'est quelque chose qui freine la propension de l'utilisation de technologies. La nôtre, c'est Hydro-Québec, mais honnêtement, il n'y a pas qu'Hydro-Québec. Il y a Hydro-Ontario, Hydro One, EnerSource, BC Hydro, Georgia Power, etc. Évidemment, on arrive avec une technologie disruptive. Hein? On vient brasser le jeu de cartes. Moi, je me présente chez eux puis je dis hey, vous allez être super content, j'ai une technologie qui va couper vos revenus par 2. Bon, je ne suis pas toujours bien reçu. Et eux fabriquent, en fait, ils ont une tarification pour l'éclairage public, dans mon cas, qui est, c'est tant de dollars par poteau pour 12 heures d'éclairage par jour, 365 jours par année, puis c'est fixe. Puis tu changes la technologie, tu dis, oui, mais je vais couper ça par 2. Ah, nous autres, on ne bouge pas la tarification. Alors, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les gens de la Ville de Montréal n'ont pas attendu. Puis on dit, OK, il y a l'aspect économie d'énergie, mais on pense à tout le restant qui est qualité du service aux clients. Donc, avoir de l'éclairage dans les rues, c'est maintenance préventive. 5 secondes après qu'un luminaire fait défaut, on le sait. Et on accélère le tout. Alors, la ville intelligente, ça commence par ça. Et puis, comme je donnais l'exemple tantôt, c'est tous les autres services connectés. Et, en fait, je vais revenir sur ce thème-là parce que comme entrepreneur, puis dans toutes sortes d'autres entreprises qu'on peut démarrer, c'est de réussir à trouver ça, c'est le plus difficile, mais c'est la vie d'une entreprise, c'est de réussir à développer quelque chose qui génère un payback. Si vous arrivez avec une solution, en tout cas, moi, je ne suis pas capable de vendre un produit pour lequel je ne suis pas capable d'arriver à mon client et dire « Je te donne la démonstration d'un retour sur investissement, d'un payback. » Et souvent, on va voir des entreprises lever. Puis encore là, la technologie est très cool, mais elle ne lèvera pas de terre. Greg, tomorrow we have a press conference. Government's going to be listening. What would be the key message you would tell them if you would be in my shoes regarding how to help to accelerate the adoption of IoT? Yeah, I think I'll go back and reiterate that point, and I'll use a parallel that we're seeing happening in Montreal right now as a way to kind of look at what our path could look like for IoT. But I think a lot of people in the room are probably very familiar with the presence on the world stage. Montreal is starting to get into the artificial intelligence space. You have some amazing academics, educational institutions, individuals like Yoshua Bengio, companies like Maluba, as well as Element AI and multiple others who have leapfrogged even beyond Silicon Valley and other traditional tech centers ahead in this very specific field. And by a significant margin, and it's phenomenal to see, and it's being reinforced every month as you hear another big multinational tech company making large
$100 million plus investments in the talent that sits within this province, which is phenomenal. But IoT is not that necessarily different from artificial intelligence space, and there's a lot of overlap, and there's actually huge implications for leveraging AI, deep learning, a lot of different AI techniques in a true IoT solution, because IoT solution really isn't anything else except for a big data problem, except the data happens to come from physical devices in this specific case. That's the only difference between traditional analytics. So how do we take some of that momentum? How do we take some of that speed and that presence that's happening on the AI space and bring that to the IoT lens and use some of that momentum to drive this portfolio, which has as much value as the AI space to that same level, is something which I think as a province should be considered. And especially given, as I said at the start of the talk, there's so many use cases right within Quebec that we can really use IoT to drive value, both on the manufacturing side, and the mining side, and the shipping side, transportation side. We should be leading with that. And also, we should be thinking about that from our municipalities and some of our infrastructure that is publicly owned and part of our governmental supported infrastructure. We should have in Montreal the smartest, most livable, most intelligent city if we want to be leaders on the IoT space. So I would also say, we've got opportunity to invest in our local talent, in our local innovation, by adopting some of these technologies in Canadian cities as well. And A, that's going to bring a lot of benefit for us, but B, again, it can act as a catalyst for us to catapult in that motion around building talent and building momentum. And that's the opportunity I think we're poised very nicely to take. We need to make sure we go ahead and do that. That would be my input. Et toi, Alain, par rapport aux normes et processus pour le gouvernement, demain, on va avoir une table ronde, une deuxième table ronde qui va traiter sur l'importance de regarder puis de peut-être améliorer certains processus. Est-ce que tu aurais des suggestions à faire? Bien, la première suggestion, elle est déjà faite, d'avoir une culture d'innovation qui est aussi au niveau gouvernemental, l'importance. Alors ça, je pense que pour nous, c'est de la première d'importance. Par rapport à l'Internet des objets connectés, je vais faire un parallèle avec ce qu'on vient d'obtenir, nous, à Montréal. On vient d'obtenir, à Montréal, pour développer un projet à partir des nanotechnologies. Parce qu'on était capable de montrer qu'à Montréal, on avait un pool de connaissances et d'importance par rapport au monde entier. On a pu avoir de l'investissement du siège. Donc, notre compagnie, le siège social, est à Paris. Et on applique, en fait, chaque entreprise comme la nôtre, on est en compétition à travers le monde entier. On a une idée, on veut la développer et on va pouvoir s'asseoir sur des compétences locales pour pouvoir la développer. En nanotechnologie, on a pu gagner ce projet à travers, en étant en compétition en différents, on appelle ça des business units, d'autres entreprises à travers le monde. Si on est capable d'avoir ce même pool à Montréal sur IoT, ça nous permet, à ce moment-là, pour les mêmes raisons, d'avoir du financement. Et qui dit financement, dit avoir des emplois ici. Monsieur, ici, vous avez une difficulté à avoir des employés. On travaille avec les universités. On investit dans les universités, nous, pour avoir accès à du personnel. Donc, c'est des choses qu'on fait depuis 20 années ici à Montréal. Donc, on a ce personnel-là. Ce qui nous manque parfois, c'est de dire, c'est à Montréal que ça se passe. Et si c'est à Montréal, je peux aller attirer des investissements, des capitaux et les développer à Montréal. C'est des jobs de haute, c'est bien payé, c'est un savoir-faire. Et c'est vrai que parfois les bénéfices peuvent aller à travers le monde entier, mais si j'ai 50 personnes qui travaillent sur un sujet, ils payent des impôts ici. Ils paient des impôts, ils sont capables de contribuer à la vie et c'est des emplois de haut niveau à nouveau. Donc ce que nous on demande, c'est d'avoir à travers IoT, d'avoir une infrastructure qui permette de dire, c'est à Montréal que ça se passe, ou au Québec à tout le moins, et voilà, on peut investir et attribuer, aller chercher de l'argent pour faire ces développements-là. Moi, j'entends beaucoup que faire du pouce avec ce que tu dis, que l'argent est là, les investisseurs sont là, mais peut-être que les investisseurs, surtout pour les VC, là, sont peut-être pas assez patients, trop gourmands sur le retour
trop direct. On l'a même entendu ce matin. Mais je l'entends fréquemment. Puis j'entends aussi des VC qui me disent oui, Michel, l'argent est là, mais il n'y a juste pas de bons projets. Donc, moi, je suis intéressé à vous entendre par rapport à ça parce que vous côtoyez les deux réalités. Oui, c'est vrai que les VC ont... Mais ils ont pris leur leçon dans les 10 dernières années. En fait, statistiquement, il y a très, très peu de VC qui ont retrouvé leurs fonds en passant. Oui, c'est la réalité. Ceux qui ont retrouvé leurs fonds ont été les plus patients parce que tous les VC voudraient avoir un home run en dedans de 3 ans, puis désolé, mais dans les entreprises que nous, on a montées, ben ça peut difficilement arriver avant 7, 8, puis notre chiffre, nous autres, c'est 10 ans. Une belle entreprise, solide, avec des vrais différenciateurs, etc. Je reviens à votre question du gouvernement de tantôt. Comment les gouvernements peuvent nous aider? En fait, on le sent. Ça commence à rentrer dans la mentalité. On l'a vécu avec Régis à Québec. On l'a vécu ici à Montréal. On le voit, puis je vous nommerai plusieurs villes comme ça. Les gens dans l'entourage politique au gouvernement réalisent que si on veut rayonner à l'extérieur de chez nous, il faut que quand on fait venir des gens de l'étranger pour leur vendre quelque chose, bien, qu'on l'aide déjà dans notre cours. Et ça s'appelle vitrine technologique, ça s'appelle laboratoire, etc. C'est quelque chose qui fonctionne. Je parlerai... En fait, ça coûte rien. Et c'est un investissement marketing pour les entreprises. Les gens viennent ici, ils le voient, ils le croient. Ils repartent chez eux, ils l'achètent. Je viens de simplifier l'affaire, là, mais grosso modo, c'est ça. Okay. Alors, c'est une très, très belle initiative à continuer. Roger, Xavier, est-ce qu'on a des micros dans la salle? Donc, on a 2 runners. S'il y a des gens qui veulent poser une question, levez la main, on va vous donner le micro. Pour poser une question, s'il vous plaît. Donc, ici à droite, Xavier. Xavier, ici à droite. Je vous demanderai de vous présenter et dire qui vous êtes et d'être succinct dans votre question, s'il vous plaît. Aziz Guéraud, chercheur au Centre des technologies de l'eau. J'aurais juste une petite question pour Alain. Dans le domaine qui est quand même un peu sensible de l'eau potable, si on imagine que tous les systèmes de traitement de l'eau potable vont être connectés à Internet, et vous savez qu'on assiste de plus en plus à une accentuation des attaques de cyber, quelque chose là. Donc imaginez-vous que s'il y a une attaque au niveau d'une usine d'eau potable et que les dosages de X ou Y des produits chimiques sont complètement arrêtés ou faux, ça va accentuer tous les problèmes au niveau de la santé. Ça va avoir un grand impact sur les épisodes sur la qualité de l'eau potable. Votre question? C'est ça. Donc, comment vous préparez par rapport au système que vous développez pour prendre en considération ce volet-là? Cette question est importante. Elle nous est posée régulièrement. Donc, si effectivement je mets disponible la station de traitement d'eau potable de Montréal à Atwater et que quelqu'un la hack et rentre plein de produits, donc il faut prendre des coupe-feux. Des coupe-feux, je vous donne un exemple. On est capable d'opérer une usine d'un territoire français, appelons-le comme ça, de Montréal. C'est en œuvre depuis 15 ans. Donc, on est capable de faire tout l'opération de la station d'eau potable à distance, sauf qu'il y a un fil, il y a un fil physique qui nous relie ou qui nous relie pas. Voyez-vous? Donc, normalement, il est débranché, donc il n'y a aucun accès possible à distance. Cependant, au moment où on doit faire l'opération, au moment où on est là, il y a des protocoles d'accès et il y a un système physique qui nous permet d'y arriver et ça permet cette
intervention. Donc, déjà, il y a une barrière physique, une connexion ou une déconnexion. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, dans la transmission des données, Veolia, notre entreprise, travaille avec les 10 entreprises de télécommunications mondiales actuellement pour obtenir des canaux de communication privés. Alors, il faut dire, et là, si on rentre dans le détail, il y a peut-être des gens encore mieux placés que moi ici, il y a l'ensemble des Internets des objets qui passent par des chemins dits publics. Votre frigo est connecté actuellement à travers ces liens de communication publics. Ils sont très dangereux. Ils peuvent être hackés à travers ces systèmes. Et comment on fait, en fait, pour empêcher ces hackings-là? C'est qu'ils génèrent beaucoup de données et on les récupère avec la moyenne des données qu'on reçoit. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, parce que sur ces canaux de communication publics, il y a beaucoup de trafic, entre guillemets. On travaille, nous, pour avoir des canaux de communication privés qui vont nous donner des accès privés. Est-ce que ça sera complètement sécurisé? On va augmenter ces sécurités-là. Donc, en premier lieu, ça s'installera dans les stations d'épuration. Il n'y a pas grand monde qui va nous hacker une station d'épuration. En fait, peut-être qu'il y aura un impact sur quelques poissons, c'est malheureux, mais ça sera à ce niveau-là. Donc, il faudra y aller avec étape par étape au niveau de l'eau potable, je le comprends, mais il y a des moyens pour sécuriser au-delà de ce qu'on peut savoir, ces éléments. J'aimerais, ça vous fait peur, j'aimerais juste dire des étapes. Je donne un exemple. Lorsqu'il arrive des Jeux olympiques, nous mettons des senseurs au niveau des réseaux de distribution d'eau potable, en l'occurrence, parce qu'on sait que s'il y avait une action terroriste sur l'eau potable, l'organisation aurait probablement un rayonnement à travers le monde. Donc, on met des senseurs à l'intérieur, on s'assure qu'on vient ultra sécuriser les réseaux de distribution pour s'assurer, en l'occurrence, qu'on peut intervenir avant qu'il y ait de ce genre d'impact. Donc, il y a plusieurs niveaux de sécurité qu'on peut mettre, des sécurités de protection supplémentaires au besoin. Autre question, parce que je veux donner la chance à la salle d'interagir. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Moi, j'aurais une autre question pour notre panel. Any advice you're suggesting to any startup who wants to try to succeed in IoT? Any secrets? Yeah, I think there's one core thing you should be really thinking about if you're looking to develop a really valuable IoT solution. It's really, from the beginning, thinking about what is your partnership strategy going to look like. So think back what I said around the different skill sets you need to develop an IoT solution. For a single organization to be able to do every single component of that, especially as a startup, is going to put you at a pretty big disadvantage, I think, if you try to tackle each one of those pieces. So what I'd recommend is looking at, okay, what is your business problem that you want to solve? What do you actually want to go and do? Where do you have skill set? Where do you have passion? Where do you have interest? Where do you actually want to make that difference? And then carefully think about, of those elements, whether it's device, connectivity, whether it's cloud, analytics, visualization, which of those do you want to do yourselves and excel at, and choose the ones that you're going to absolutely excel at, and which are the ones do you want to find trusted partners that you can work with and that you can benefit from and build mutually beneficial solutions. Because IoT solutions are some of the most complex software and physical integration applications that you can think of. They're orders of magnitude more complex than most typical software applications, simply due to the fact that you've got physical devices embedded, plus that the problems and the use cases that we're solving for are so huge and important and interesting that you need complex software to go and resolve for that as well. So think carefully, and reiterating a little bit on, what does partnership look like? Who do you partner with? How do you build trusted partners? And that's going to be key, I think, to anyone looking to kind of really exceed and rapidly exceed with a high rate of success in the IoT space. That's my guidance. Je vais aller avec M. Tétu. Souvent, les startups croient qu'ils vont développer le nouveau Facebook, OK, qu'ils vont être milliardaires demain matin, Twitter. Est-ce que, puis là, dans le domaine des IoT, il y a un petit peu de ça. On va développer justement des solutions, puis ça va être la solution. Vous avez parlé de l'importance du payback, mais j'aimerais vous entendre probablement sur la question du cash flow et aussi de la question de comment on peut justement faire en sorte qu'on est capable d'être extrêmement
compétitif dans un marché qui demande time to market relativement rapide, alors que souvent, les programmes de subvention pour passer à travers toute la machine, ça peut prendre jusqu'à 18 mois, alors que ton compétiteur, c'est 6 mois. Vous l'avez la question parce que quel est le secret de la réussite? Moi, très honnêtement, ma conviction, c'est que le secret de la réussite, c'est de durer. Puis, des fois, on est proche de l'échec, puis il faut juste essayer de pas arriver qu'il y ait un échec. Mais effectivement, Greg parlait des partnerships ou du team building. À un moment donné, il faut réaliser que tu arrives à un point où ton compétiteur, à la limite, tu peux le percevoir comme un compétiteur, a pas mal ce que tu veux développer, fais un partnership. Ce que je vois qui est très prometteur, en tout cas pour les prochaines années, c'est dans le domaine des senseurs. Moi, c'est là que je vais porter mon intérêt très, très vif. Hier, je peux vous dire que j'ai eu de multiples rencontres ici à Montréal dans un autre show qui s'appelle Intelligent Transportation Systems, où est-ce qu'on parle de vision, où est-ce qu'on parle de... en tout cas, j'en passe. Et j'ai trouvé une technologie de senseur que je ne mentionnerai pas parce que je garde ça secret, mais qui m'a jeté en bas de ma chaise. Et c'est tellement pointu. Et ce qui m'a fasciné, c'est le modèle d'affaires qu'il y avait autour de ce senseur-là. Ça interprète des données, c'est-à-dire que ça lit des données, ça fabrique une espèce de clé qui va dans leur cloud, qui interprète cette clé-là et qui me vend le résultat de l'interprétation. Et autant j'étais en maudit parce que je ne pouvais pas l'acheter directement puis le mettre dans mon électronique, j'ai tellement trouvé que c'était un modèle d'affaires qui était parfait. Je vais vous donner un autre exemple qu'on est en train de faire aujourd'hui. Sylvie, tu es au courant. On se verse dans le diagnostic de la santé mentale. Vous dites, c'est quoi le rapport? Et on va en fait utiliser l'œil pour aller diagnostiquer des troubles de santé mentale. Et c'est exactement le même modèle d'affaires. Alors, est-ce qu'il y a un secret? Je pense que le secret aujourd'hui, c'est les plateformes sont là. Essayez pas de réinventer le bouton à 4 trous. Puis j'ai posé la question ce matin, il y a toutes sortes de monde ici, des gens qui ont des produits. Puis je disais, oui, mais ça, du analytics, c'est déjà dans Azure, tu sais, pourquoi je... Bon, alors, essayons pas de réinventer les plateformes. Moi, je me tasse de la plateforme, j'ai pris cette décision-là. J'allais comme ça. Là, Alain veut interagir. Oui. En fait, la rapidité d'implantation, je vais vous donner un exemple et peut-être terminer. Vous connaissez tous le CHUM, qui n'est pas très loin d'ici. On a une représentante ici de Veolia, une de nos divisions. Je vous donne un exemple. La nourriture que la cuisine principale distribue aux étages, ce sont des robots qui l'amènent maintenant. Donc, ce n'est pas une réalité du futur, c'est une réalité d'aujourd'hui. On fait affaire avec des partenaires. Ce partenaire-là nous offre ce service, ce robot. De la même façon, les vêtements souillés sont retournés par d'autres robots, là, par des robots. On les mélange pas avec la nourriture, on essaie. On les retourne donc centrale. Voici un objet. Vous êtes une PME, vous avez développé quelque chose de novateur. L'intérêt de travailler avec une entreprise comme la nôtre, c'est que votre système peut s'implanter à un endroit et rapidement, le monde entier le saura parce qu'on implante ces solutions-là à travers le monde. Donc, si vous essayez de développer votre propre développement partout dans le monde, il faut que vous ayez vos réseaux de distribution, vos sons. Nous, on est implantés à travers le monde. On se réunit fréquemment. Donc, une innovation qui est apportée à un endroit
demain matin, sera retournée, peut être offerte à travers le monde entier rapidement. Donc, c'est aussi un avantage. Nous accélérons ce développement-là parce que quelqu'un qui travaille, par exemple, avec nous, j'imagine Microsoft de la même façon, mais nous, on est des utilisateurs et on les met en place ailleurs dans le monde. Donc, on peut intégrer rapidement un développement. J'ai 15 secondes encore, j'en donne une autre image. On a, par exemple, ici, on a des lunettes connectées. Ce n'est pas des lunettes à de virtualité, des lunettes connectées. On va mettre notre opérateur en contact avec une lunette connectée. La lunette a sa caméra. L'opérateur peut voir l'image de la personne qui est au bureau, a ces images, ces vidéos-là, ça lui est transféré, l'opérateur montre ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous, c'est un partenaire qui nous est arrivé avec ceci. Ça fonctionne, bien, immédiatement, on peut le déployer à travers 10 000 usines à travers le monde entier. Donc, on peut aider à aller plus vite, rapidement, pour des gens qui ont des bonnes idées, à les implanter à travers le monde entier dans notre domaine qui est le traitement de l'eau, les utilités, le chauffage, les services comme dans les hôpitaux. Voilà. Now, 10 seconds each, you tell us what would be the best strategy to accelerate the adoption of IoT in Canada? And by the way, we have people from the federal government who are witnessing actually the forum because probably it's a microcosm of Canada's reality. Absolutely. So I'll keep it brief. I think what we should be doing as a country is identifying where IoT can drive the most impact for our own industries and very carefully selecting precision places where we should be implementing IoT and investing in the right Canadian companies that can innovate and that can do that work. Companies like Dim On Off, companies like Matrices, but being very selective on what is the business case that's going to provide the most valuable for the Canadian economy, and what are the Canadian players that we have in market that can go and do that, and bring those two things together, investing in the right way. That's the way I think we can drive a lot of acceleration and drive a lot of other ancillary benefits for Canada as well. Thank you, Greg. J'ai beaucoup aimé l'offre, la recommandation de notre collègue. Ayez des plateformes de démonstration. Vous devez l'adopter vous-même et après, si vous avez démontré ceci dans votre cours arrière, c'est facile d'aller le vendre à l'extérieur par la suite. Donc, ayez des plateformes de démonstration. N'ayez crainte d'investir dans ces plateformes pour qu'elles puissent rayonner. C'est une excellente suggestion. Je vais faire une plug commerciale. On a François Goujon dans la salle. On a qui est justement le programme PIC qui vise justement ça. Et il y a un kiosque à l'autre bout. Puis prenez le temps à réception vers 4h, 4h15 d'aller le voir, puis ils s'investissent pour justement avec... puis on a aussi le ministre Poitiers demain qui devrait faire des annonces dans ce sens-là. Alors, les Anglais ont une bonne expression, « drink your own Kool-Aid ». En 10 secondes, ce serait extraordinaire que nos gouvernements deviennent nos premiers clients, ou en fait, deviennent les premiers clients de leur propre start-up. Et ça fait le tour de la question. Ça finit bien, hein? Ça finit bien. Hein? C'est quasiment un standing ovation. Hein? C'est un standing ovation. Écoutez, au nom du forum, je vous remets. You don't need to learn how to manage innovation, but thank you very much. And I will this time take the time to do the transition correctly. I have the program. This morning I was going by memory. So at 1:30, à 1h30, on va avoir l'atelier d'adoption Microsoft. C'est au 4e. Cet atelier-là demande un petit peu de connaissance de la plateforme Azure. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, par rapport à cet atelier-là, vous pouvez aller voir le kiosque de Microsoft, ou sinon, vous pouvez aller directement au 4e, on va vous escorter. Les chantiers sectoriels, c'est les mêmes salles, les mêmes couleurs qu'à matin, probablement à peu près les mêmes collègues, et vous avez, avec mes co-présidents, à décider quels sont les 3 enjeux clés et les 3 recommandations clés que vous voulez amener demain aux 2 tables rondes. Et ça fera l'objet de plusieurs discussions. Et probablement aussi, on va rapporter vos propos à la presse.
Et à 4 heures, Saul Polo va avoir le plaisir de vous rencontrer individuellement dans le cadre d'une réception qu'il offre. Et on va avoir la chance essentiellement aussi de voir tous les kiosques. Donc, sur ça, bon après-midi et merci beaucoup pour votre disponibilité. Thank you very much.